Sachant que les cheminots, pour désamorcer le conflit social avant les Jeux Olympiques, ils avaient quand même été, et je mets des guillemets, gâtés déjà à l'époque. Et là, ça recommence, quoi. Non, mais justement, ça recommence. Vous ne trouvez pas que c'est toujours le chantage quand même au moment où arrivent les vacances, non, mais ce sont des discussions. Alors, d'abord, ou des grands événements? Oui, d'abord par rapport aux événements ou par rapport à Noël, parce que c'est un moment où les Français se rencontrent. Moi, j'ai demandé à la direction de la SNCF de décaler après les fêtes les discussions salariales, parce qu'on ne peut pas chaque année vivre avec la menace d'une grève de cette nature. Après, c'est normal que dans cette entreprise, comme dans n'importe quelle entreprise, il y ait des discussions entre les organisations syndicales et la direction. Aujourd'hui, les propositions qui sont sur la table me semblent honnêtes. Donc, il n'y a pas de raison de faire grève. Pour moi, il n'y a pas de raison de faire grève. Il y a un mouvement qui est annoncé le 11 décembre. J'appelle tous les syndicats et surtout leurs organisations à faire preuve de responsabilité. Quand même, personne ne comprendrait. La SNCF a quand même une drôle de façon de traiter ses clients. Hier, ici même, nous avions au téléphone notre ancien patron Alain Veil, qui dirige aujourd'hui l'Express. J'ai vu que vous le traitez bien, hein, mieux que moi. Bah, ça a été notre boss. J'ai pas été votre boss. Non, vous êtes notre ministre, c'est déjà pas mal. Mais plus sérieusement, il a eu une mésaventure. Bon, c'était pas très grave, mais qui pour lui était symptomatique de la façon dont la SNCF traitait ses clients, c'est-à-dire plus en usager qu'en client. Il s'est surclassé pour avoir une place en première, donc il a dû payer plus de 100 € supplémentaires. Donc il a perdu sa place en seconde, mais sauf que c'était pas garanti. Donc il est arrivé en première et plus de place. Il s'est retrouvé au wagon-bar. Et quand il a voulu récupérer sa place de seconde, on lui a dit bah non, on l'a supprimé. C'est pas des méthodes. Vous traitez bien Alain Veil. Hein. Non, mais alors attendez, il se trouve que j'ai écouté votre émission hier et donc j'ai appelé Alain Veil pour savoir exactement ce qui s'est passé. D'accord. Et très concrètement, il a une carte TGV Pro qui lui garantit de pouvoir monter dans un train dans tous les cas de figure, même quand il n'y a pas de place. Donc cette situation il m'a dit d'ailleurs c'est anecdotique, c'est vrai que montre qu'il pouvait monter dans le train et c'est très bien. En revanche, la capacité de passer de première à seconde, là il y a manifestement un petit bug que j'ai demandé à la SNCF de traiter. Bon, voilà. et moi je m'appelle parce que ça arrive à des centaines de voyageurs quand même. Ça m'est arrivé hier, Si, de se retrouver debout sans place garantie. Stéphane Manigot, ça m'est arrivé hier. À Agen, non mais attendez, à Agen, le train pour Bordeaux 9h34. La salle était bondée et que disaient les agents SNCF à des mamies? Mais madame, on vous envoie un message, bien sûr, à 2h30 du matin, on t'envoie un message pour dire ton train annulé. Tout le monde est sur son téléphone à 2h30 du matin. Juste pour... là, c'est parce que vraisemblablement, vous avez une carte Pro TGV qui vous garantit de pouvoir monter dans un train. Ça n'a rien à voir là. Même si il a été annulé le train. Ce qui n'est pas le cas. Ah oui, c'est la communication. Je parlais de la carte. Je parle de la communication et le mépris qu'il y a des clients, des usagers. Il n'y a aucun discernement. Il y a la petite mamie, elle était là, mais monsieur, moi, j'ai pas mon téléphone, je ne sais pas comment ça marche. Un petit mot sur l'usager des trains du quotidien et notamment le fameux 5h12 de Dunkerque à Lille que je prends pour être là aux grandes gueules quand je viens à Paris. Et ce matin, il n'est pas parti. Il était en panne, ça tombe bien, vous étiez là aujourd'hui, donc je peux vous en parler. Vous allez me dire, c'est un TER, c'est du matériel, donc ça dépend de la région. Ça, je le sais bien. C'est une première réponse. Mais il y a un besoin urgent, tout le monde le sait, il y a un besoin urgent d'investir sur le ferroviaire, sur les infrastructures. Elisabeth Borne avait promis 100 milliards d'euros pour le ferroviaire. Le président Macron s'était engagé sur des RER métropolitains. Souvenez-vous, moi qui vis à Dunkerque, on rêve d'avoir plus de trains, mieux cadencés, une logique de RER métropolitain pour aller à Lille, parce que de toutes les façons, c'est embouteillé, on ne peut pas y aller en voiture. Il y a 2 projets de RER métropolitains dans les Hauts-de-France qui coûtent de 8 à 9 milliards d'euros. Clairement, on a parlé budget, il n'y a plus de sous. Comment vous, ministre des Transports, pouvez améliorer la vie des usagers des trains du quotidien sans avoir d'argent? Alors, ça tombe très bien parce que Joël m'avait interpellé tout à l'heure justement sur la feuille de route. J'ai dit, il faut qu'on crée très rapidement des propositions de transport pour ceux qui vivent en ruralité. Et le deuxième enjeu, c'est effectivement sur les infrastructures, sur le matériel, donner un peu de respiration pour les régions notamment qui doivent créer de l'offre. Donc, on a, dans le cadre des discussions sur le budget 2025, la possibilité de donner aux régions justement cette capacité financière à acheter des trains, à développer l'offre et donc d'avoir une première... On a un sujet notamment pour les Français qui n'ont pas d'autre choix que la voiture. Il y a 10 millions de Français aujourd'hui qui vont travailler, qui n'ont pas d'autre choix que la voiture. On a 15 millions de Français qui sont en précarité de mobilité. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de discuter avec les parlementaires pour qu'on ait ce qu'on appelle un choc d'offres. Un choc d'offres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mette plus de trains là où le train est possible, mais surtout qu'on ne se limite pas au train et qu'on se dise qu'on a 1 100 000 km de route dans notre pays, que ce 1 100 000 km de route supporte aujourd'hui 82% des
des kilomètres trajets. parcourus Ouais. par les Français et qu'il faut peut-être permettre à certains de nos concitoyens d'abandonner leur voiture pour prendre du Mais pourquoi covoiturage ou Oui, un car. mais leur pourquoi permettre Mais voyez, d'entrer dans mais- la- faire abandonner mais la voyez, voiture, c'est un mais- truc que je ne comprends pas. Vous voulez que je vous dise L'emploi en bien sûr. Europe, en France, Ouais, bien sûr. un salarié sur 10 Ouais. travaille directement ou indirectement Ouais. dans le secteur de l'automobile. En Europe, c'est le même chiffre. Pourquoi cette politique anti-bagnole ou prendre de l'argent Pas public anti-bagnole. Pardon, je termine. Ouais, bien sûr. Vous allez voir. Pourquoi prendre de l'argent public pour générer du chômage derrière? Je ne comprends pas cette logique anti-bagnole. Je ne la comprends pas et je la partage pas. Eh ben, vous dites que c'est anti-voiture. Pour moi, ce n'est pas anti-voiture. Mais c'est anti-emploi, mais non. anti-français, c'est Attendez, mais anti-compétitivité. non, d'abord parce que si on crée des transports publics, je suis désolé, il y a des conducteurs, il y a des gens, il y a des emplois aussi qui sont créés. Il y a des On parle de emplois. la ligne 1. Non, mais il y a, c'est les il y a- il y a entreprises des emplois françaises, qui sont, qui sont créés. Je pense quand même à tous ces Français, et encore une fois, ils sont 10 millions, qui font plus de 50 km par jour, qui parfois sont dans les bouchons, je pense que vous reconnaissez aussi ce point-là, et qui, avec leur voiture, dépensent aujourd'hui plus de 500 € par mois. Est-ce qu'on n'a pas la faculté, je vais jusqu'au bout de Les mon grandes idée si villes, vous le ça. permettez, de leur permettre d'avoir un car? J'en ai un dans mon département, mais ce qu'il faut, c'est qu'on en ait des centaines dans le pays, qui leur permettent d'avoir l'assurance d'avoir un transport, avec un temps de parcours garanti. Ils montent dans un car avec une place assise, ils peuvent se reposer, ils peuvent lire, regarder un film, ils peuvent travailler si on a envie de travailler. Ils ont accès à un pass Navigo ou au système de transport de la région. Et du coup, parisien. mais non, pas du tout. Et ils payent, excusez-moi, ils payent une carte d'abonnement remboursée par moitié par l'entreprise qui leur coûte 50 € par mois plutôt de leur D'accord, coûter 500 mais- €. Et donc ça, c'est une vraie mesure de pouvoir d'achat. Et c'est pas un sujet de parisien. Le sujet, justement, et je termine, c'est de relier les périphéries, les banlieues, les villes rurales aux zones d'emploi. Parce que les cars, ils permettent ça, contrairement au train où il n'y a évidemment pas le public. Donc, D'ailleurs, je peux Emmanuel vous Macron assurer, avait partout, développé ça les marche. cars Macron. Mais pardon. Ça n'a rien à voir avec les D'accord, mais cars Macron. puisqu'on parlait Mais- comme l'automobile, c'est un secteur qui est en crise, le secteur de l'automobile. Il y aura sans doute d'ailleurs peut-être des plans Même en sociaux Allemagne. annoncés prochainement. Et on apprend que vous allez fortement réduire le bonus écologique qui permettait aux Français d'acheter un véhicule électrique. Est-ce que vous confirmez qu'effectivement ce bonus écologique va être réduit de moitié et quand le décret va être pris? Alors, je vous confirme qu'il va être maintenu, ce bonus. Oui, mais Il va être réduit. maintenu avec des montants qui peuvent être réduits. D'abord, vous avez vu que l'an dernier, il y avait un grand succès, donc avec un coût qui était supérieur à l'estimation prévue. Et donc, nous avons fait le choix de maintenir. Il y a un décret qui va être publié cette semaine Oui. et qui va permettre donc aux Français demain de continuer à Et bénéficier est-ce qu'il d'un va être bonus réduit à de- 4000. Voilà, et les chiffres qui ont été mentionnés dans la presse sont justes. Alors, je vais les Donc- donner parce que tout le monde n'a pas lu. Donc, jusqu'à maintenant, ce bonus écologique était de 7 000 € pour les 50% de ménages les plus modestes. Ça va passer à combien? 4000. 4 000, donc c'est diminué quasiment de moitié. Et pour les ménages les plus aisés, c'était 4 000 €, ça va passer à 2000. 2 000. Donc c'est réduit de moitié. Est-ce que c'est pas à contre-courant par rapport justement à la situation économique du marché de l'automobile et de l'électrique qui se vend moins bien? Oui, alors plusieurs réponses, si vous permettez. Un, la France fait le choix de maintenir une aide alors que d'autres pays européens, notamment l'Allemagne, a décidé de supprimer ces aides. On le fait parce qu'effectivement, on considère qu'il y a besoin d'un soutien pour l'industrie automobile et parce qu'il y a besoin d'un soutien aux particuliers pour aller vers l'électrification. Deuxièmement, on maintient ce bonus à un moment où le prix des véhicules électriques, heureusement, diminue. Les industriels, aujourd'hui, ont développé de nouveaux modèles avec des tarifs. Il reste très élevé quand même. Bien sûr, oui, non, mais Plus élevé qu'un et véhicule avec un thermique. coût derrière d'usage qui est beaucoup plus faible parce que recharger sa voiture coûte moins cher que de prendre de Vous avez vu l'essence. que